O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público do Estado do Tocantins tem a honra de receber Dr. Pascal Fouché, ele que é juiz da Superior Instância de Bordeaux, na França, nesta oportunidade aqui no Tocantins. Boa tarde, doutor. O senhor poderia nos falar um pouco sobre a sua trajetória de vida profissional na França? Je vous remercie tout d'abord de m'accueillir et de me faire cet honneur. C'est la première fois que je viens au Brésil et je suis très flatté de pouvoir répondre à vos questions. Pour ma part, j'ai commencé mes études de droit comme tout étudiant sans trop savoir ce que j'avais envie de faire. Et puis, au fil du temps, je me suis intéressé surtout au droit pénal, surtout à la criminologie, aux peines. Et à la fin de mes études, de 5 années de droit, je me suis dit, l'endroit le plus simple pour pouvoir développer cette envie de travailler, c'est d'être magistrat. Donc j'ai passé un concours, qui est un concours national pour devenir juge. Et en France, nous avons 3 ans de formation avant d'exercer une fois qu'on a réussi son concours. Et c'est en exerçant ces stages, en faisant telle ou telle fonction, que j'ai découvert la fonction de juge de l'application des peines, que je me suis dit c'est ça que j'ai envie de faire, c'est ça le métier dans lequel je serai heureux, et je le fais maintenant depuis 25 ans. Em qual região da França o senhor atua? Alors aujourd'hui, je travaille sur Bordeaux, à Bordeaux, tribunal de grande instance, c'est dans le sud-ouest de la France. Mais comme nous n'avons pas de structure fédérale, je pourrais, comme dans votre pays, je pourrais travailler aussi bien dans n'importe quelle autre partie du territoire. Mais là, c'est sur Bordeaux, connu pour ses vins, mais qui est aussi une très grande ville pour la France. Como se organiza o sistema jurídico francês? Alors, nous avons une organisation, bien sûr, territoriale, avec des tribunaux de première instance, des cours d'appel, et une seule cour suprême, puisque c'est la cour de cassation chez nous qui, à Paris, s'occupe, qui a la fonction de tribunal suprême sur toute la France. Et puis dans cette organisation spécifique, il y a dans chaque juridiction des juges que chez nous on appelle du siège, des juges, et des membres du parquet qui sont dans chacune des audiences pénales et certaines même civiles ou commerciales dans notre pays. L'organisation s'est progressivement faite autour d'une spécialisation, autour de la spécialité des magistrats qui vont pouvoir acquérir au fil du temps des compétences, et qui fait qu'aujourd'hui nous avons dans un tribunal comme Bordeaux des juges aux affaires familiales, des juges des enfants, des juges de l'application des peines, des juges d'instruction, et puis un certain nombre d'autres fonctions que l'on peut exercer de manière indifférenciée, juge au civil ou juge au pénal, suivant les besoins du tribunal. Dr. Fouché, o que significa dizer o que seria juiz de aplicação de penas? Alors, le juge de l'application des peines est le juge du service après-vente de la justice pénale. C'est après, une fois que les décisions sont prises par le tribunal pénal, correctionnel ou par la cour d'assises criminelle, que les juges de l'application des peines vont s'occuper de la mise en œuvre et de l'exécution de la peine, vont s'occuper pour les gens qui sont détenus des décisions qui vont permettre à un moment donné leur sortie anticipée de prison, avec des contraintes et des obligations à respecter, mais qui vont aussi s'occuper avec l'administration pénitentiaire du suivi des personnes qui ont été laissées libres par le tribunal, soit à l'occasion de peines d'emprisonnement avec sursis, soit à l'occasion de peines d'emprisonnement non exécutées immédiatement.
Et donc c'est le juge de l'application des peines qui décide de la façon dont les peines vont être exécutées, avec à leur côté un membre du procureur de la République, un procureur qui va s'assurer que les décisions prises, va prendre sa parole, va prendre des réquisitions, va parfois faire appel de nos décisions et vão pouvoir suivre tout le processus à leur place au ministère public. Doutor Fouché, como seria o cotidiano do senhor enquanto juiz de aplicação de penas? Alors, mon quotidien consiste, pour l'essentiel, à recevoir des condamnés au tribunal, où je vais leur expliquer quel est le contenu de la peine qui a été prononcée par le tribunal, leur expliquer les obligations auxquelles ils sont soumis, leur indiquer à quelles conditions ils pourraient ne pas aller en prison s'ils travaillent, s'ils indemnisent la partie civile, s'ils se soignent pour les gens qui sont malades. Et l'essentiel de mon travail va d'abord être un travail de rencontre des condamnés. Par la suite, l'administration pénitentiaire va me rendre compte régulièrement et je vais recevoir à nouveau les personnes qui n'auraient pas respecté les obligations et, au besoin, les sanctionner à travers des mises en prison ou au contraire mettre des obligations supplémentaires ou les faire suivre sur une durée beaucoup plus longue. C'est donc dans le contact quotidien avec les condamnés que se caractérise mon travail, sachant que sur Bordeaux, nous sommes plusieurs. Il y a un de nos collègues qui travaille exclusivement sur la prison de Bordeaux, qui va, lui, faire ce travail, mais pour les gens qui sont détenus. Et donc, il va aller les visiter en prison, va tenir des audiences en prison et va prendre des décisions de sortie anticipée ou de suppression d'un certain nombre d'avantages dans le cadre de l'exécution de leur peine, suivant le comportement qu'ils ont pu avoir en détention. Doutor Pascal Fouché, quais são as diferenças de atribuições entre a magistratura e o Ministério Público na França? Alors en France, par rapport à d'autres pays, d'autres organisations, il y a, on va dire, deux aspects. Le premier est celui du corps professionnel. Nous sommes tous, magistrats du siège et du parquet, nous sommes tous membres du même corps professionnel. Nous avons tous la même formation au départ à l'école de la magistrature. Et c'est avec le temps que nous allons choisir des fonctions au parquet ou au siège, où les collègues qui sont juges peuvent devenir procureurs, ou inversement, les procureurs peuvent devenir juges. La différence va être surtout sur le plan disciplinaire qu'au sein du Conseil supérieur de la magistrature, il y a deux instances disciplinaires, l'une du parquet et l'une des magistrats du siège, mais dont on peut dépendre alternativement suivant les affectations. Donc il n'y a pas de différence statutaire. Maintenant, sur le plan fonctionnel, on est bien sûr sur des différences fondamentales que nécessite le respect des droits fondamentaux, avec notamment le fait que les magistrats du parquet vont être en charge à la fois d'une politique pénale décidée par le ministre de la Justice, et à ce titre-là, soumis à une autorité hiérarchique, soumis à rendre compte d'un certain nombre de politiques et d'ordres donnés par le ministère. Et puis d'autre part, les juges qui, dans l'exercice de leurs fonctions, sont totalement indépendants de ces politiques et doivent rendre en droit leurs décisions. Maintenant, bien sûr, les choses sont plus à nuancer, plus complexes, puisque, par exemple, un magistrat du parquet, même s'il avait des ordres, a la parole libre, comme l'on dit, et donc à l'audience, ne pourra pas prendre des réquisitions qui seraient contraires à ce qu'en conscience il peut estimer juste. Mais il va parler au nom de la loi et en principe.
au nom de la façon dont le ministre de la Justice souhaite qu'elle soit appliquée au regard de ces circulaires et de ces orientations politiques. Como o senhor trabalha a execução de penas na França e como são as relações entre os representantes do sistema penitenciário? Alors, nous travaillons au quotidien avec l'administration pénitentiaire à différents niveaux, puisque, ainsi que je l'expliquais, il y a pour nous une administration pénitentiaire importante, ce sont les prisons avec des surveillants, des travailleurs sociaux comme dans d'autres pays, mais il y a aussi développé en France ce qu'on appelle des services pénitentiaires d'insertion et de probation qui comprennent aujourd'hui plusieurs milliers de travailleurs sociaux de l'administration pénitentiaire et qui suivent les personnes libres. Donc, que ce soit avec les personnes libres ou les personnes détenues, nous intervenons de manière quotidienne avec l'administration pénitentiaire. Là-dessus, il y a différents types de modes d'organisation. Disons que pour toutes les personnes libres, les services pénitentiaires vont travailler sous mandat judiciaire, c'est-à-dire que nous, juges de l'application des peines, leur confions des mesures, leur confions des enquêtes, et c'est eux qui vont nous rendre compte, au fur et à mesure de l'exécution de la mesure ou de la peine, qui vont nous rendre compte de ce que le condamné fait, n'a pas fait. Parfois va demander au juge de réviser le diagnostic qu'il avait posé, les exigences qu'il avait posées, au vu de l'évolution favorable ou défavorable du condamné. Lorsque les personnes sont incarcérées, là, les choses sont un petit peu différentes, puisque l'administration pénitentiaire a une plus grande autonomie d'action, de choix, de l'affectation du condamné dans tel ou tel établissement pénitentiaire, va avoir une plus grande autonomie sur les programmes qui vont être développés dans ces établissements, et le juge va intervenir plutôt pour concrétiser, compléter, conclure l'action de l'administration pénitentiaire en prenant des décisions, principalement de sortie anticipée de ces condamnés. Os programas de penas alternativas têm produzido resultados favoráveis na França? Alors, la réponse est très difficile, puisque en France, on ne le mesure pas vraiment. Donc on a des chiffres très, très partiels, très, très difficiles à exploiter, qui permettent de dire tout et son contraire. Ce qui est vrai aujourd'hui sur le programme alternatif, des peines alternatives, c'est que pour une personne qui est incarcérée, nous suivons en liberté 3 personnes. Donc ce rapport de 1 à 4 qui a permis de contenir, tant bien que mal, de contenir le nombre de personnes incarcérées et d'offrir d'autres solutions que l'incarcération pour des petits moyens délinquants ou même pour des grands délinquants qui sont vers la fin de leur parcours de délinquant et donc dont on peut essayer de réhabiliter la vie en société. Donc de ce point de vue-là, une certaine efficacité qui se complète, il faut bien l'avouer, sur une efficacité économique. Suivre quelqu'un en milieu libre coûte beaucoup moins cher que d'incarcérer des personnes. Ça, en France, une journée d'incarcération s'évalue suivant les établissements pénitentiaires entre 90 et 180 euros, suivant la catégorie de l'établissement. Une personne libre, suivie en milieu libre avec un bracelet électronique, ça coûte environ 10 euros. La différence est considérable et donc a permis de dépenser non plus en immobilier, mais de dépenser moins, mais de dépenser plus en personnel qui va accompagner, suivre, contrôler ces condamnés et ainsi pouvoir, pour le compte de la société, rendre une situation plus pertinente, plus efficace pour cette société. Doutor, como que o senhor analisa os atentados terroristas recentemente ocorridos na França e quais as medidas foram adotadas pela magistratura a partir daí? Ce sont évidemment des événements dramatiques et qui ont touché tout notre pays à tel point que les manifestations spontanées qui ont suivi
ces attentats ont démontré que les Français, quelles que soient leurs opinions politiques, religieuses, quelle que soit leur appréciation sur le journal Charlie, qui est un journal satirique et donc qui ne fait pas plaisir à tout le monde a pensé à ce moment-là que c'était un acte grave commis contre la démocratie, tout simplement. Contre la démocratie, contre la République, contre le fait de pouvoir penser librement, de pouvoir dire librement ce que l'on pense, et ça fait partie de ces droits fondamentaux derrière lesquels les Français ont défilé. Les Français, mais aussi on l'a ressenti, nous, depuis la France, avec un soutien, une compréhension de très nombreux pays qui se reconnaissaient en victimes potentielles de ces actes-là. Analyser ces actes est ensuite bien plus compliqué. Bien sûr, il y a cet aspect à la fois des religieux et fondamentalistes, mais je pense qu'il faut, nous Français, regarder de manière très sérieuse ce qui se joue dans notre société. Les trois jeunes gens qui ont commis ces actes-là, les trois jeunes gens, quand je parle de jeunes gens, ils n'étaient pas bien vieux, qui ont tué ces personnes au nom de leurs opinions, n'étaient pas des terroristes étrangers venus d'ailleurs, mais des Français, nés en France, grandis en France, qui avaient eu accès, on aurait pu l'espérer, à tout ce que la France peut donner en termes d'éducation. Et que là, manifestement, il va falloir analyser avec sérieux et attention, sans être partisan politique et de dire ceci est de gauche, ceci est de droite, ou chercher des fautes, mais analyser sérieusement, savoir comment des enfants de la France peuvent se comporter comme tels, contre des éléments, contre des principes même de notre République. Du côté des magistrats, on est malheureusement dans une histoire qui se répète pour nous magistrats, puisque cela fait des décennies que de temps à autre, il y a des vagues d'attentats qui vont être à l'origine d'un certain nombre d'interventions. Nous avons connu des groupes dits Action Directe qui se revendiquaient de l'extrême gauche, des groupes indépendantistes, basques ou corses, des vagues d'attentats terroristes dans le cadre, suite à la guerre d'Algérie, en tout cas suite aux événements qu'il y avait en Algérie avec le GIA, et donc avec des événements et des bombes qui ont sauté dans le métro parisien. Donc ce sont des choses auxquelles on est confronté. Je ne suis pas là le porte-parole de la magistrature. Ce que j'ai envie de dire, c'est que dans une démocratie, dans une république, nous avons tout intérêt à répondre au nom des droits fondamentaux par les droits fondamentaux. C'est-à-dire que les dispositifs d'exception que tout le monde imagine lorsque ces actes graves et terribles arrivent, ces dispositifs d'exception sont souvent improductifs. C'est quand on juge ces personnes-là, selon les règles de droit commun, que la démocratie est la plus forte. Et nous, magistrats, nous avons cette expérience-là qui fait qu'aujourd'hui, à peu de choses près, les actes de terrorisme vont être poursuivis et jugés selon les règles de droit commun. 2-3 détails près, importants en termes de spécialisation, puisque nous avons des pôles antiterroristes sur Paris, au parquet, au tribunal, au juge d'instruction, au juge de l'application des peines, mais à quelques éléments près, ils appliquent les procédures de droit commun et vont se reposer les questions de droit commun sur qu'ont fait ces personnes, est-ce que cela vaut telle ou telle peine, et ensuite, en fonction de l'évolution de la personne, est-ce que cette personne peut un jour être admise à sortir de prison si elle a été incarcérée.
je pense que nous avons tout intérêt, nous magistrats qui travaillons au respect des droits fondamentaux, de les appliquer au quotidien dans notre action. Aujourd'hui, est en examen en ce moment devant l'Assemblée nationale française un projet de loi qui vise à favoriser un certain nombre de recherches et d'investigations, notamment des services secrets français, ou des services de renseignement français, le service secret, pas un très joli mot, mais et il est assez étonnant que tous les juristes, les avocats, les représentants des avocats, des magistrats, du défenseur des droits de l'homme, de la Commission consultative nationale des droits de l'homme, et j'en oublie, mais tous les juristes réagissent en disant attention aux droits d'exception. Dès lors qu'on développe des droits d'exception, on finit par donner plus d'importance aux terroristes qu'ils ne le justifieraient par ces actes. Ce sont des actes graves qui méritent des réponses sévères, bien entendu. Personne ne pourrait dire autrement. Mais je ne crois pas qu'il y ait besoin de réponses d'exception. Mais uma vez, eu quero agradecer, Dr. Fouché Pascal. É uma honra recebê-lo aqui no Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público do Estado do Tocantins. Muito obrigado, seja muito bem-vindo. Felicidades. Merci beaucoup et j'espère que à travers cette invitation, vous pourrez continuer à travailler sur ces questions de droits fondamentaux qui, dans tous nos pays, est une question indispensable à traiter avec sérieux. Et nous sommes, nous magistrats, en charge en premier de ces questions-là.